je plaisante, je lui laisse cette intro. Je laisse cette intro à mon ami Ingé Comics. Moi, ce sera bien plus classique. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce que j'avais hâte de la faire, j'ai hâte de vous parler de ces quelques œuvres que j'ai pu lire ce mois-ci. On commence direct. Et évidemment, c'est équipé de mon café que je m'en vais vous parler des Tortues Ninja, une nouvelle fois. Et dans ce tome-là, changement de décor, on part à la campagne. Donc plus vraiment le style urbain qu'on recherche dans les Tortues Ninja, mais ça fait du bien. Retombée d'intensité après les événements du 2 et du 3. Puisque oui, je l'ai pas dit, c'est le tome 4. Hein. Je sais pas si je vous l'ai dit. Donc retombée d'intensité. Et puis on va apprendre à redécouvrir un peu les tortues, puisqu'elles vont être un peu plus caractérisées dans ce tome, je trouve. On leur laisse un peu plus de place pour parler, un peu moins de place à l'action. Ça fait aussi du bien parfois. Les dessins, on peut en parler, ils sont légèrement en dessous de ce que Santoluco nous donne d'habitude. Là, on est sur Sophie Campbell. Donc, je peux vous montrer. Donc là, on est sur une planche qui est un peu plus calme, comme je vous dis. Et finalement, c'est pas non plus moche. J'ai même bien aimé les dessins de Sophie Campbell, honnêtement. C'est pas les dessins de Santoluco que je m'attendais à retrouver. Mais finalement, pourquoi pas? Ça va plutôt bien avec cet épisode. Changement d'ambiance, changement de dessin. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Évidemment, je vous le dis à chaque vidéo review quand je vous parle des tortues, mais c'est toujours un bonheur absolu de retrouver l'équipe, retrouver les Tortues Ninja. Mais pas que, puisque ce tome nous laisse un peu plus de place aussi à April et Casey Jones. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que c'est pas que des personnages secondaires qui accompagnent les tortues, qui sont là parfois pour les sortir de l'embarras. Et du coup, moi qui aimais un peu moins ces deux personnages, eh ben, ils sont remontés dans mon estime, et j'ai juste hâte de lire la suite. J'ai vraiment hâte, c'est cool, il y a des rebondissements encore et encore, et ça te fait t'accrocher à cette série qui, encore une fois, c'est vraiment mon courant d'air. Tu vois, c'est ce moment vraiment cosy dans le mois où voilà, je sais que j'attrape mon tome des tortues, je le lis d'une traite et je passe un bon moment. J'essaye de pas en lire non plus 2-3 par mois parce que j'ai pas envie d'aller trop vite, déjà. Et puis voilà, j'en garde sous le pied, c'est cool. Et parlons d'une autre série que j'ai commencé il y a un petit moment. Le nouveau tome vient de sortir. C'est Invincible, tome 4, intégrale numéro 4. Je vous l'ai dit, j'avais déjà commencé à le lire au moment même où je tournais la vidéo achat. Donc je l'ai lu vraiment il y a un bon moment dans le mois. Mais je vais briser la glace tout de suite en vous disant que c'est probablement l'intégrale que j'ai le moins aimé d'Invincible. Aïe. Alors déjà, j'ai pris un plaisir fou à retomber dans cet univers. Tous les 2-3 mois, ça fait toujours chaud au cœur de retrouver un univers que j'aime tant, avec des personnages aussi bien marqués, aussi bien écrits. Vraiment, ça fait toujours un plaisir incroyable, que ce soit le personnage principal que je trouve vraiment attachant, c'est important dans une série, que ce soit même les personnages secondaires, vilains comme alliés, bah, je les trouve vraiment passionnants, tous. Que ça aille de Robo à Duplicate à Monster Girl, je les trouve tous hyper intéressants. Je trouve qu'ils ont des pouvoirs qui sont intéressants. À chaque fois, on en apprend un peu plus sur leurs pouvoirs, comment est-ce que ça fonctionne. Là, pour le coup, c'est Duplicate. Et bah, c'est cool, ça fait vraiment plaisir. Alors, pourquoi est-ce que je trouve que c'est le moins bon tome d'Invincible jusqu'à présent? Non pas qu'il est mauvais, mais il est moins bon que les autres. En fait, Invincible m'a habitué à des rebondissements tout le temps. Je m'attends pas à ce que ce soit ça tout le long de la série, mais une chose est sûre, ça arrive pas dans celui-là. C'est même un tome qui est assez mou, en réalité. On voit les conséquences du tome 3, de tout ce qui était arrivé, notamment sur la famille d'Invincible, pour pas spoiler ceux qui en seront pas là. Donc on voit un peu les retombées de ça, un peu comment ce statu quo évolue, mais on nous développe pas encore assez la suite. Du coup, on a que les retombées, et le tout début du reste. Donc on est vraiment en fait dans un creux dans la série pour moi. Et j'ai vraiment hâte de la suite, et c'est hyper frustrant de se dire que je vais devoir attendre quelques mois pour avoir un vrai truc digne d'intérêt dans Invincible. La moitié du volume, j'aurais dit d'accord, et j'étais en mode d'accord, je comprends, il faut les retomber, c'est une série, on peut pas tout le temps être au top, mais j'attendais que ça démarre après. Et ça démarre pas trop. Ça démarre pas trop. Donc, ouais, on en sait un peu plus sur le père, sur son peuple, etc. Mais honnêtement, pas grand chose digne d'intérêt. Le seul truc vraiment digne d'intérêt dans le livre, il est désamorcé par la suite, dans le même tome. Donc finalement, voilà, un petit goût de... Déjà,
tu vois. Déjà la fin, j'attendais autre chose, mais évidemment c'est toujours un plaisir, probablement la série que j'aime le plus lire, n'en déplaise à certains. J'ai trop hâte d'avoir tous les tomes d'Invincible, et je pense que c'est une série que je vais conseiller au taf, je vais lui faire un coup de cœur, c'est sûr. Merde, lisez Invincible, n'écoutez pas ces saligots de Wayne et autres ingé comics, lisez Invincible, bordel. Petite interlude pour vous dire qu'on est bientôt 1000 abonnés sur la chaîne, alors si jamais vous faites partie de ce tiers de spectateurs qui regardent sans être abonnés, je vous invite évidemment à le faire. Vous pouvez également lâcher votre meilleur pouce bleu si cette vidéo vous plaît, ça aide à soutenir la chaîne et ça fait extrêmement plaisir. Merci et bon visionnage. Bon, l'indé, d'accord, mais qu'est-ce que j'ai lu chez les Big Two? Eh bien, j'ai lu un peu de Batman, comme chaque mois. Un Batman assez spécial, puisque c'est le fameux Batman The World, donc, qui est cette fameuse anthologie que je me suis procurée pour le Batman Day, où on a 14 pays qui vont être inclus dedans. À chaque fois, un duo auteur-dessinateur qui vient nous livrer une histoire sur Batman, le temps de quelques pages. Et déjà, là on a un souci pour moi. Il y a un vrai souci parce qu'il y a des pays qui sont pas représentés. Alors oui, effectivement, il existe beaucoup trop de pays pour tout ce qui est rentré là-dedans, mais il n'y a même pas tous les continents. Si je vous montre, je crois que c'est au début qu'on a la liste un peu des pays qu'on va avoir. États-Unis, France, Espagne, Italie, Allemagne, République tchèque, Russie, Turquie, Pologne, Mexique, Brésil, Corée du Sud, Chine, Japon. Et bien déjà on a un souci parce que, comptons les pays d'Europe, France, Espagne, Italie, Allemagne, République tchèque, Russie, Turquie, oui et non, Pologne, donc ça nous fait entre 7 et 8 pays d'Europe sur 14. Ça fait beaucoup, non? Donc est-ce qu'il y a des pays que j'aurais aimé voir? Oui. Un peu d'Australie par exemple pour l'Océanie? Peut-être. Un peu d'Afrique? Mine de rien. On n'a pas d'Afrique du Sud, on n'a pas d'Afrique du Nord, je suis sûr qu'il y a des auteurs hyper talentueux là-bas. En Australie, on a Tom Taylor, qui nous a déjà montré que sur une courte histoire sortie de la continuité, il arrive à être exceptionnel. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas là-dedans? Mince. Je comprends qu'on a fait probablement les pays où on achète le plus de comics et qu'il y a un côté commercial évident. Mais il manque quelque chose, pourquoi pas faire un truc légèrement plus gros à la rigueur pour mettre ces quelques pays? Inde, il y a des trucs incroyables qui se font en ce moment en Inde. J'aurais aimé lire une histoire indienne de Batman, voilà. Bref, qu'est-ce que j'en ai pensé quand même de ce qui est à l'intérieur? Déjà, c'est un projet qui reste intéressant. J'aime le fait de faire une anthologie, je trouve les histoires bien trop courtes, mais c'est le jeu. Malheureusement, faut s'y prêter. Je trouve les histoires un peu courtes, malheureusement. Pour certaines, c'est tant mieux, puisque c'est une anthologie, et évidemment, la qualité, elle est pas la même sur chaque histoire. J'ai eu quelques coups de cœur, que je vous laisserai découvrir, mais typiquement, la première américaine, bah elle est vachement stylée quand même. Voilà, puisqu'on a des planches comme ceci, voilà, qui sont quand même assez exceptionnelles. Forcément, c'est Liber Mero qui est au dessin. Une bonne histoire. On a l'histoire française, vraiment pas fan des dessins, mais qui a un finish qui est assez marrant, honnêtement. Il y en a plusieurs comme ça. Mais puis il y en a d'autres où c'est juste une visite du pays, où finalement on n'a pas grand chose à raconter sur Batman, mais on veut plutôt mettre en lumière le pays. Ça peut se comprendre, mais voilà. Je reste un peu sur ma faim sur Batman The World, je vous le conseille quand même pour l'aspect curiosité, mais encore une fois on n'est pas sur une œuvre exceptionnelle. Et probablement l'œuvre la plus culte que j'ai lue ce mois-ci, on reste chez DC, et on vient parler de notre petit Green Lantern, avec l'intégrale tome 1 de Jeff Jones présente Green Lantern. Déjà, je vous rassure, je vais pas dire du mal d'une nouvelle œuvre culte. Ici, j'ai beaucoup aimé cet univers. J'avais vraiment l'impression de débuter dans un univers dans lequel j'allais vraiment me plaire dans les futurs mois de lecture. C'est hyper agréable comme sensation de se dire, je sais où je mets les pieds, et j'aime là où je mets les pieds. Et ça, quel bonheur. Comme on me l'avait dit, c'est effectivement très accessible pour les néophytes. La preuve en est, c'est la première histoire de Green Lantern que je lis. Et j'ai pris mon pied. J'ai vraiment pris mon pied. Donc franchement, oui, c'est accessible. Maintenant, il y a quand même des zones d'ombre. Quand on commence, notamment au tout début sur le statu quo de Hal Jordan, pourquoi est-ce qu'il revient? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Et essayer comme ça de raccrocher les wagons pour pouvoir suivre, tout simplement. C'est vraiment un univers qui se met en place
au fil de la lecture. Et quel bonheur de découvrir tous ces personnages tous aussi intéressants les uns que les autres, même Hal Jordan est très intéressant. Je dis même Hal Jordan parce que dans mes souvenirs, qui sont principalement liés au dessin animé, etc., c'était un personnage qui était très plat, qui avait peu de relief, qui était vraiment dédié à sa cause, et sans trop de profondeur. Là, tous les Green Lantern qu'on nous met dans ce récit, ils sont tous intéressants, ils ont tous leur caractère, et c'est évidemment le but. On va lire la suite, autant vous dire qu'elle est déjà sur ma table de chevet, d'accord ? Il y a déjà un marque-page qui en est peut-être à la moitié du livre à peu près. Donc Geoff Johns présente Green Lantern, je vous en parlerai tous les mois, jusqu'à avoir fini ces putains d'intégrales. J'ai vraiment beaucoup aimé, merci à tous ceux qui me l'ont conseillé. On passe à la suite. Et j'ai beau avoir adoré Geoff Johns présente Green Lantern, c'est pas le coup de cœur ce mois-ci, puisque ce mois-ci, j'ai lu le tome 4 de Daredevil, par Zdarsky, Fornes et Kiketo. Yes! C'est dans ce run-là que Daredevil comprend enfin qu'il est un mal nécessaire à Hell's Kitchen, et bordel, il était temps. Depuis quelques tomes, on suivait principalement Matt Murdock, et c'est quelque chose que j'adore dans les comics, mais je commençais à me dire, bon, c'est un run de Daredevil ou un run de Matt Murdock, j'aimerais un peu que le costume revienne, j'aimerais un peu que ses manières reviennent aussi, et c'est le moment. C'était pile le bon moment avant une chute d'intensité, donc c'est parfait. Malheureusement, j'aurais aimé un peu plus de Wilson Fisk, le mec hyper chiant. Voilà, les petites doses comme ça. En fait, je me suis passionné pour Wilson Fisk au cours du run de Zdarsky. Je trouvais qu'il était vraiment hyper appréciable. Là, il apparaît, mais pas beaucoup, il n'est pas bien plus développé qu'il ne l'était. Et c'est un peu dommage, mais j'ai pas de doute sur le fait qu'on aura la suite de ça. Donc, voilà, ça va être un bonheur quand même. Pour moi, probablement le meilleur tome de cette série. J'ai pas peur de le dire. C'est un plaisir pour les yeux, un plaisir pour la lecture. Bordel, ce que j'aime ce run, ça me donne juste envie de lire plus de Daredevil. Évidemment, j'avais pas aimé le tome 0 de Frank Miller. Je vous annonce que le tome 1 sera pour le mois prochain. Promis, je m'y remets. Mais là, on tient quelque chose, les amis. Daredevil, incroyable run de Zdarsky. Merci, monsieur. Vous l'avez compris, ce mois-ci, on met un grand coup de pied dans la pile à lire dans les séries en cours avec Firepower, le tome 2. Firepower, donc, c'est toujours écrit par Kirkman, et dans ce tome 2, on change totalement de registre. Fini le monastère tibétain où s'entraîne Owen. On arrive enfin dans la ville après une longue ellipse. Owen a sa famille et c'est son passé qui va le rattraper. On se retrouve donc avec un puzzle dans lequel il manque pas mal de pièces. Entre ce moment qui s'est passé dans le tome 1 et ce moment dans le tome 2, il nous manque pas mal d'éléments. Et le but, ça va être comme ça, de raccrocher un peu, de trouver ces pièces manquantes pour avoir l'image. Même si j'en garde un avis assez positif de ce tome 2, j'ai pas mal de défauts à faire remonter. Le premier, c'est qu'est-ce que t'attends pour vraiment nous introduire les personnages ? Que ce soit au dessin de Sam Neill ou au scénario de Kirkman, il y a un vrai souci de personnalisation. Les personnages se ressemblent physiquement, et même mentalement, ils sont pas encore assez développés, et j'ai envie d'en savoir plus sur eux. Plus sur Owen même, le personnage principal est pas assez développé. Son ami qui refait surface, pour pas spoiler, pas assez développé. Sa famille, pas assez développée, mais ça encore, c'est la première fois qu'ils apparaissent, donc pourquoi pas. Et j'ai besoin que ça y est, ça commence, que ça y est, on ait les personnages qui soient caractérisés. Je sais que Kirkman met longtemps à faire ça. Dans Invincible, j'adore ces personnages qui petit à petit prennent forme, prennent du relief. J'attends que ça soit pareil dans Firepower, mais je crois que le dessin, dans tous les cas, va me rebuter un petit peu. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup Chris Samney sur d'autres dessins, notamment Jonah, mais je trouve que dans cet univers un peu plus sérieux, un peu plus ninja, etc., ça colle pas forcément, et j'attends de lui plutôt des paysages incroyables, féeriques, et là on n'est pas forcément dans le bon registre. Voilà, si je vous montre ne serait-ce que le dos, ça vous donne une bonne idée des dessins. Je suis pas hyper fan, mais ça va pas me bloquer sur la lecture non plus. Et on continue avec un bon pavé là, vraiment un truc qui m'a pris des semaines à lire, Batman le Duel. Batman le Duel, c'est ce tome offert pour l'achat de 2 autres tomes Batman pendant le Batman Day. Ça fait beaucoup de fois Batman, on a l'habitude. Batman le Duel, John Layman, Jason Fabok au dessin. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça raconte ? Pourquoi c'est là ? On nous introduit le retour de Wrath, un personnage qui a été designé pour être le Batman sombre, en fait. C'est l'équivalent de Batman, un mec riche qui se bat avec des gadgets surdéveloppés, qui a un style de combat bien particulier.
c'est un Batman méchant, pas gentil. Voilà. Donc forcément, le duel, ça va être comme ça deux personnages très intéressants qui s'affrontent, que ce soit sur le plan super-héroïque, entre Batman et Wrath, et que ce soit sur le plan milliardaire, entre Bruce Wayne et, je ne sais plus son nom, Campbell, quelque chose comme ça. Donc, assez intéressant, honnêtement. Maintenant, forcément, c'est une histoire très courte, vous attendez pas de la profondeur, clairement. N'allez pas acheter ce livre à 30 ou 40 balles sur eBay juste pour lire l'histoire, ça vaut clairement pas la peine, c'est vraiment une histoire que moi j'ai pris pour le côté collectionnite, plutôt que pour le côté vraiment intéressant du personnage. Est-ce que j'aime le noir et blanc sur ce genre d'histoire ? Oui. Oui, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, est-ce que ça va aller me faire acheter un Batman Black and White ? Est-ce que ça va aller me faire acheter un Superman Blue and Red ou encore le Wolverine qui vient de sortir Black, White and Blood ? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça pourrait me faire acheter une œuvre comme ça. Mais c'est passé une bonne expérience. Je pense que c'est ce qu'il y a à retenir. Et on finit avec 2 tomes indépendants, de comics indépendants, puisqu'on va chez iComics dans un premier temps pour We Only Find Them When They're Dead, qui est donc ce fameux récit de science-fiction qui est assez cool, écrit par Ali Wing, dessiné par Simone Di Meo. C'était pas mal, mais vous allez voir, j'ai de grosses retenues dessus. Le gros point fort, je trouve, ce sont les dessins, je vais pas vous mentir. On est sur des dessins comme ça, plutôt colorés, qui rappellent vraiment les couleurs de la science-fiction. C'est du violet, du orange, c'est des néons. Donc les couleurs très belles, les dessins très beaux, même si un peu plats par moment. Moi, ils m'ont rappelé les dessins animés de mon enfance, et là, je vais en faire crier certains, mais j'avais l'impression de reconnaître les dessins de Galactic Football. Je sais pas si vous connaissez ce dessin animé, mais j'ai trouvé le dessin, si ce n'est fabuleux, au moins très intriguant. J'étais hyper emballé par le plot de base. Pour ceux qui connaissent pas, donc on est dans un monde où la plupart des ressources proviennent de dieux morts, en fait, de dieux géants dans l'espace qui sont morts et dans lequel on va prélever le sang pour faire quelque chose, tel organe pour faire telle chose, et pour le revendre au plus offrant. Et on suit un équipage qui a ce métier-là, donc de récupérer des organes, etc. Hyper intéressant comme concept. Et le but, c'est donc que cet équipage se dise c'est bien beau de piller des dieux morts, mais s'ils sont morts, c'est probablement que quelque part il en existe des vivants. Voilà ce qu'on va faire. C'est génial. Ça m'a fait acheter ce livre. Et bah sachez que, allez, après le premier tiers de l'histoire, on oublie presque totalement ce postulat-là, et on se retrouve juste entre une bataille entre le capitaine du navire et une sorte de flic, en fait, si vous voulez, qui ont un passé commun et des choses à régler. Voilà, c'est juste une vengeance, une course-poursuite. C'est pas ce que j'avais envie de lire. Je pense que je me procurerai le tome 2 pour voir si ça évolue dans le bon sens. Mais merde, je me suis fait chier. Une histoire de science-fiction avec un concept aussi fort, je me suis fait chier. Désolé pour le langage, mais c'est le cas. Donc, je peux pas vous le conseiller. Malheureusement, j'aurais aimé, mais je peux pas vous le conseiller. Je vous en dirai des nouvelles avec le tome 2, parce que je suis quand même curieux, mais il manque quelque chose pour que vraiment ça devienne quelque chose de bon, et peut-être qu'il fallait au moins suivre cette intrigue que tu nous mets en place. Et on finit avec un autre tome 2, Tadam, Gideon Falls tome 2, vous vous en doutiez que j'allais vous en parler, évidemment j'ai lu le tome 1 le mois dernier, le tome 2 ce mois-ci, et ça confirme ce que je pensais, j'aime beaucoup Gideon Falls. Enfin, on va se connecter les deux univers qui se mettaient en place, donc entre le prêtre et ce jeune homme. Ça y est, ça se connecte, on commence à avoir des bribes d'informations. Pareil, on essaye de reconstituer le puzzle, voilà, mais il nous manque pas mal d'informations, on est vraiment perdu dans cette énigme, et c'est hyper plaisant comme sentiment. Et on a vraiment cette sensation que l'émir sait où il nous amène, forcément que c'est le cas, et qu'il aime nous perdre. Et moi j'aime être perdu par lui, ça marche, j'aime beaucoup. Concernant les dessins de Sorrentino, je t'avais dit dans le tome 1 que j'étais pas très sûr d'aimer. Oubliez ce que j'ai dit, c'est absolument incroyable, j'aime beaucoup, et ça fait partie de ces dessins où si tu me les enlèves, tu m'enlèves l'intérêt de l'histoire. Gideon Falls, c'est cet exemple de l'auteur qui rencontre son dessinateur et
ça match. Ça match, le dessin te fait plonger dans l'ambiance, et c'est vraiment ça. Faut vraiment arriver à plonger dans cette ambiance-là, et si t'y es, t'as tout gagné. Et tu passes un excellent moment. J'ai vraiment hâte de lire le tome 3. Pour le coup, je l'ai pas encore acheté. Mais voilà, je vais pas vous dire, probablement que ça sera acheté dans le mois, probablement que ça sera lu dans le mois, probablement que ça sera chroniqué le mois prochain. Voilà, c'est la fin de cette review lecture. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, c'était pas mal de bonnes lectures, honnêtement. Pas de trucs qui m'ont énormément déçu. Si ce n'est Invincible où j'ai un peu de retenue, mais parce que j'en attends tellement de cette série. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous en passerez un bon week-end. Et moi, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une vidéo un peu particulière. J'espère que vous serez là au rendez-vous quand même. Salut tout le monde!